Alors, je vais parler rapidement des inégalités entre les hommes et femmes en Suisse, et je vais être très rapide. Je vais axer mon intervention sur l'état civil, l'impact du mariage sur l'état civil de la femme, la vie professionnelle et le travail, la participation politique et la société. Alors, tout d'abord, on va parler un petit peu de la création de la Suisse, c'est-à-dire la solidarité entre les peuples et les cantons, comme l'a dit notre professeur Machichi. En 1291, il y a eu 3 hommes qui sont rencontrés dans la pelouse de Rickli, dans le canton de Lucerne, pour ceux qui connaissent un petit peu la Suisse, et ils ont relevé les 3 droits, ils ont prêté serment, ils ont juré comme quoi ils allaient se défendre au cas d'invasion étrangère. Alors, c'était le premier acte juridique qui a donné la naissance à la Suisse. Plus tard, il y avait d'autres cantons qui ont joint l'Union. Donc la Suisse, ce n'est pas un État, ce n'est pas un pays. La Suisse est une union d'États indépendants. Beaucoup de gens ne parlent de la Suisse, mais la Suisse n'existe pas en général, en principe. Il n'y a pas de pays qui s'appelle la Suisse. Il y a des cantons, et à l'intérieur de chaque canton, il y a des communes. Donc nous avons, par exemple, si on prend la commune de Benclir, ça serait une commune indépendante qui a ses droits, qui a sa police, qui a sa constitution, etc. Et l'État fédéral, ou dans la capitale de Berne, n'a rien à dire dans chaque décision. Alors, chaque Suisse, on n'a pas de citoyen suisse per se, on a un citoyen de la commune. Donc, une commune de marché, par exemple, c'est par exemple un facile vient habiter à Marrakech pendant plusieurs générations, peut-être il deviendrait marrakechien. Mais il ne va jamais avoir le droit de citer. Donc la nationalité suisse ne prévaut qu'à l'intérieur du pays. Mais à l'intérieur du pays, on a le droit de citer. C'est un peu compliqué à comprendre, mais c'est la réalité. Alors, donc, si on prend la culture suisse, qui est basée sur la démocratie, elle est inspirée par la modestie, qui est, elle, inspirée par le protestantisme, la révolte contre l'Église catholique. On a une diversité linguistique, par exemple, 4 langues. On a une diversité religieuse, catholique, protestant, musulman, bouddhiste et juif. Mais on n'a pas d'uniformité à l'intérieur du pays. On a une unité et une solidarité à l'extérieur du pays. C'est-à-dire que tous ces groupes ethniques, religieux, etc., vivent en communauté, en harmonie, mais à l'intérieur du pays. Alors, donc, ce qui pourrait nous dire qu'il y aurait une égalité entre hommes et femmes. Il y aurait une égalité entre citoyens. Mais ce n'est pas le cas. Quand on regarde un petit peu l'histoire de la Suisse, on se rend compte que les femmes n'avaient le droit de voter qu'en 1971. Et même en 1971, pas dans tous les cantons, parce que chaque canton avait ses lois. Chaque canton a ses lois. Donc, en 1990, il y avait un arrêt du tribunal fédéral qui a obligé le canton, le dernier canton, le petit canton d'Appenzell, à donner le droit aux femmes. Alors, et c'était appliqué qu'en 1991. Et la première femme qui a accédé au gouvernement fédéral, c'était en 1984, Madame Elisabeth Kopp. Donc, 50 ans après l'introduction du droit de travail, du vote de la femme, il y a toujours des inégalités et des disparités en Suisse. Alors, l'égalité entre hommes et femmes est prévue par les textes, mais elle n'est pas appliquée. Par exemple, la Constitution de 1848 dit que tous les Suisses sont égaux devant la loi. Et il n'y a en Suisse ni sujet, ni privilèges de lieu de naissance, de personnes, de famille, etc. La Constitution de 1998 dit la même chose. Tous les êtres humains sont égaux. L'homme et la femme sont égaux devant la loi. Et la loi prévoit à l'égalité en droit, en particulier dans le domaine de la famille, du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour travail égal. Jusqu'à aujourd'hui, ce n'est pas encore pratiqué. On va voir pourquoi. Nous avons la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 qui dit « Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité en droit.
Mais cette déclaration n'a jamais été appliquée en Suisse parce que la Suisse n'a adhéré à l'ONU qu'en 2002. Avant 2002, personne ne s'intéressait à ce que disait l'ONU. De toute façon, l'ONU c'est à New York, mais on est en Suisse, à l'intérieur de la montagne. Le reste ne nous intéresse pas. Alors, la loi qu'on avait en Suisse permettait ou obligeait la femme de changer de personnalité, et on va voir pourquoi, parce qu'elle n'a pas du mariage sur le nom de la famille. La loi de 1907 et en particulier l'article 160 du Code civil dit ceci. La femme change complètement de personnalité, selon l'article 60 du Code civil. Ainsi, la femme perdait, avec un mari par le mariage, la femme perdait son nom de famille, son nom de jeune fille. Et je dois la dire parce qu'il y a quand même un mouvement de libération de la femme et d'aide à la femme qui dit qu'on n'a pas le droit de dire c'est un nom de jeune fille, mais on dit c'est un nom de célibataire. Alors, si on prend, et je vais prendre des noms allemands, si on prend un monsieur Mayer qui rencontre une madame Müller, après le mariage, la femme s'appelait automatiquement Müller, donc elle perdait son nom de famille. Alors, elle a étudié pendant ces années, et elle s'appelait Müller. Juste après le mariage, elle perdait son nom de jeune fille. Les enfants, quand il y en a, prennent le nom du père. La femme devient automatiquement donc Madame Mayer, ou alors des fois sur le plan administratif, on l'appelle donc Mayer né Müller, Müller né Mayer, etc. Et ceci se pratiquait au Maroc jusque dans les années 70, si vous vous rappelez, qu'on avait hérité ça de la part des Français, on appelait Madame X, qui a épousé un Y, on tout de suite appelé Madame Y. Jusque vers les années 70, on a dit non, on va dire X, épouse Y. Alors, après le divorce, l'homme s'appelle toujours Mayer, la femme pouvait soit garder son nom de mariée, soit introduire une demande à l'état civil pour récupérer son nom de jeune fille. Le mari divorcé pouvait s'opposer à ce que son ex-femme puisse continuer à garder son nom de famille. C'est une aberration à l'encontre de la femme. Alors, l'autre droit de cité, je vous expliquais tout à l'heure que chaque citoyen a le droit de citer d'une commune quelconque. En Suisse, on ne parle pas de nationalité, qui n'est mise qu'à l'étranger. Et après le mariage, la femme perdait son droit de cité. C'est-à-dire, elle prenait automatiquement le droit de cité de son mari. Donc, il y a eu des abus graves parce que comme la femme prenait le droit de cité de son mari, les étrangères qui possédaient des Suisses devenaient automatiquement Suisses. Et elles pouvaient profiter de la nationalité suisse sans même vivre avec le mari. Alors ça a été aboli en 1990. On s'est dit qu'il y a une égalité entre l'homme et la femme, donc il fallait rester marié pendant 5 ans avant d'accepter la nationalité suisse. Alors, ce qui s'est passé, c'est que avant 1990, la femme suisse devait signer un papier comme quoi elle demandait à garder la nationalité suisse. Sinon, elle partait automatiquement. Alors, la nouvelle loi de 1980, qui entre en vigueur seulement en 1988, dit que la femme peut faire précéder son nom de famille par son nom de jeune fille, avec son trait d'union. Mais attention, chaque fois qu'une femme ne faisait pas précéder son nom par un trait d'union, on l'appelait émancipée, endurcie. Et c'est grave, enfin, la femme. Alors, le droit de cité de nationalité, la femme obtient le droit de cité de mari, mais elle ne perdait pas son droit de cité de sa famille. Le 1er janvier 1992, la femme suisse pouvait conserver la nationalité lorsqu'elle est posée à l'étranger, ce qui n'était pas le cas auparavant. Je sais que mon épouse est suisse, et quand on s'est marié, elle a dû signer un papier comme quoi elle disait qu'elle voulait garder sa nationalité suisse. Alors,
le lieu de domicile. La loi de 1907 disait que le mari était le chef de la famille. Donc, c'est lui qui décidait du lieu de domicile de la famille. Avec la loi de 1981, il y avait une abolition de la tutelle masculine sur la famille et les époux décidaient ensemble du lieu de domicile. Pour les finances et les biens mobiliers ou immobiliers, la loi de 1907 disait que tous les biens apportés au mariage étaient automatiquement propriété du mari. Ça a changé en 1981. À partir de 1980, donc la femme pouvait disposer de ses biens. Mais je sais que j'avais une collègue de travail en 1987, je crois. Elle voulait vendre sa voiture, elle ne pouvait pas parce que le mari n'avait pas donné sa signature pour qu'elle la vende. Encore une fois, une population envers la femme suisse. Et ce qui s'est passé en 1988, c'est que les époux pouvaient signer ce qu'on appelle une séparation de biens avant de conclure le mariage. Après le geste, c'est compliqué. Il y a une révision de l'article 160 en 2013 et qui disait que la femme pouvait garder son nom de jeune fille. Elle n'était plus obligée de porter le nom du mari. Les époux pouvaient décider ensemble quel nom ils pouvaient prendre. Par exemple, le mari pouvait prendre le nom de la femme ou vice-versa. Ils pouvaient décider aussi ensemble quel nom donner aux enfants. Et ils pouvaient décider ensemble du domicile. Et chacun gardait son droit de civil. Alors, sur le plan de la vie professionnelle, là, il y a eu une loi en 1996 qui donnait droit aux femmes à travail égal, salaire égal. Mais jusqu'à aujourd'hui, ce n'est pas appliqué. Jusqu'à aujourd'hui, nous avons, par exemple, des cadres supérieurs qui gagnent des hommes, qui gagnent 16% plus que les femmes. Mais il y a des cadres moyens, 11%, les cadres subalternes, 9%, et les agents d'exécution, les femmes gagnent jusqu'à 6 à 7% moins que les hommes. Quand il y a l'orientation professionnelle, tout de suite on dit à la fille, tu es une fille, tu vas travailler comme vendeuse, comme coiffeuse, comme secrétaire. Pour la participation politique, jusqu'à aujourd'hui, nous avons moins de femmes qui sont représentées, soit au niveau fédéral, le Parlement fédéral ou le Conseil fédéral qui est le gouvernement, soit au niveau de l'exécutif ou le Parlement au niveau du canton ou de la commune. Alors tout ceci, et c'est pour conclure parce que je ne vais pas faire trop long, a été influencé par l'Église. Parce que dans la Bible, il y a marqué « ton mari te dominera ». Et dans la Bible, il y a marqué « l'homme est nommé par Dieu et la femme obtient le nom du mari ». Et alors, il y a des séparations jusqu'à aujourd'hui. L'effet de l'influence de l'Église qui est toujours opprimée la femme a donné naissance en France le mouvement de libération de la femme, à des mouvements Action Femmes en Suisse qui veulent lutter pour le droit de la femme, mais les résultats sont toujours très faibles. Je vous remercie.